Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer une série de rétrospectives sur le Covid, cette crise qui n'en finit pas, et je vais m'intéresser aujourd'hui aux médias, et plus précisément le rôle que les médias ont joué dans la fabrication de la peur, de l'hystérie, de la panique, de la paranoïa, appelez-le comme vous voulez. Alors, je vais lister 3 méthodes qui ont été utilisées par les médias. Alors, la première chose qui m'intéresse, c'est la manipulation par la peur. Et en fait, je vais vous prendre un exemple. L'exemple britannique, mais vous pouvez retrouver cet exemple un peu partout en Occident. Alors, en Angleterre, ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid, la gestion de la crise a été confiée à un comité qui s'appelle SAGE, S-A-G-E, qui est censé, en fait, expliquer aux dirigeants politiques les divers avis scientifiques. Donc, ça mange pas de pain. Et en fait, ce groupe SAGE, il a plusieurs sous-comités. Vous savez, l'Occident ressemble de plus en plus à l'Union soviétique. Et un de ces sous-comités, qui s'appelle le SPIB, a écrit un document officiel. Vous pouvez le consulter sur le site du gouvernement anglais. Et voilà comment s'intitule le document. Options pour accroître l'adhésion aux mesures de distanciation sociale. Et en fait, ils affichent l'objectif dans le document, en tête du document. Il s'agit d'augmenter le niveau perçu de menaces personnelles par les citoyens en utilisant des méthodes basées sur des techniques de modification comportementale, en particulier l'utilisation de messages émotionnels. Alors, vous verrez ce document, vous le consulterez, vous verrez un peu les techniques qui ont été utilisées, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le gouvernement britannique a reçu ce document, il a demandé aux médias de se faire le relais de ces messages et de cette propagande. Et les médias ont obtempéré tout de suite. Pourquoi? Alors la première raison, c'est que d'un strict point de vue commercial, financier, c'est beaucoup plus intéressant pour un média de parler de peur, de chaos, de destruction, plutôt que de relater la réalité. Et la deuxième raison, c'est que le gouvernement britannique est un des plus grands annonceurs de la presse écrite, et c'est le cas dans beaucoup de pays occidentaux. Je vais vous donner un exemple. Entre mars et juin 2020, c'est-à-dire au cœur de l'épidémie, le gouvernement anglais a dépensé 45 millions de pounds dans les journaux anglais. Vous comprenez bien que les médias sont ravis en fait de relayer ces messages. Et en fait, voilà ce qu'on va voir donc au cours de l'année 2020. Donc vous voyez les photos. Donc des messages qui sont faits pour créer la peur, la panique, la paranoïa, accentuer en fait l'hystérie. On ne parle évidemment pas de science ici, qu'on soit bien d'accord. On parle de psychologie, de propagande, de manipulation. Il n'y a rien de scientifique là-dessus. D'accord. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qui a été utilisée par les médias, c'est la censure, l'absence, la suppression du débat. Et plutôt que de vous faire une thèse ou de vous parler pendant plusieurs minutes de ce que c'est que la suppression du débat, on va prendre des exemples concrets. Et je vais m'intéresser en fait aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont devenus incontournables en 2021, ça fait à peu près 10 à 12 ans que ça a explosé. Alors quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai regardé quelques chiffres. On parle de 2 milliards d'utilisateurs mensuels sur YouTube, c'est peut-être même plus que ça. Il y a près de 4 milliards de gens qui ont un smartphone. J'avais lu qu'Instagram, c'est 1 milliard de posts mensuels. Enfin bref, vous avez compris, donc c'est incontournable. Et en fait, les réseaux sociaux, mais de manière officielle, ont pratiqué la censure. Je vais vous donner quelques exemples. Aaron Jean est un statisticien qui travaille à l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Et Aaron Jean, en fait, il va écrire un article, une analyse statistique qui démontre l'inutilité du confinement. Il va le publier dans un site qui s'appelle Medium, qui encourage les idées venant de n'importe où. C'est ce qui est écrit sur Medium. Et évidemment, tout de suite, ça va devenir viral, l'article. Les gens vont s'intéresser à cet article. Ça va déclencher des débats, etc. Twitter menace, quand ils se rendent compte que l'article devient viral, il menace les gens qui postent ou qui retweetent cet article de supprimer leur compte. D'accord? Le Washington Post, alors Medium va retirer l'article immédiatement quand il voit l'attitude de Twitter, et le Washington Post explique qu'il s'agit d'un exemple de désinformation, cette analyse statistique. Et alors maintenant, écoutez la fin. Au même moment, Thomas Pueyo, un statisticien qui a exactement la même formation que Aaron Jean, publie une analyse statistique démontrant que le Covid est beaucoup plus grave que ce que les gens peuvent bien penser.
immédiatement, le New York Times met en avant l'article et déclare que c'est un exemple d'analyse statistique. D'accord? On a affaire, donc là, dans l'exemple que je vous ai donné, à de la censure. En général, quand vous avez le Washington Post, le New York Times n'est jamais vraiment très loin. C'est un peu les sœurs jumelles du progressisme moderne. Le professeur à Harvard, Martin Kulldorff, qui est un des épidémiologistes les plus cités dans le monde, il est spécialiste des maladies infectieuses. Intéressant. Il écrit sur Twitter un message où il dit que la vaccination, ok pour les personnes à risque, pas de problème, ou pour les personnes les plus vulnérables, ou qui pensent que c'est nécessaire. Mais par contre, il pense que c'est une bêtise de vacciner tout le monde en période épidémique. Pour ce poste, Twitter censure et ne permet pas aux gens, en fait, de suivre le professeur Kulldorff, enfin, en tout cas, la chaîne de ses posts relatifs à ce message. On va finir avec YouTube. Alors là, c'est le plus intéressant. La responsable de YouTube, Suzanne Wojcicki, explique clairement qu'elle va effacer, dès le début de l'épidémie, qu'elle va effacer tous les contenus qui sont problématiques. Qu'est-ce qu'elle appelle problématiques? Les contenus qui violent les termes de la communauté YouTube. À savoir, en gros, les opinions qui vont à l'encontre du narratif de l'OMS ou des dirigeants politiques. D'accord? Les docteurs Dan Erickson et Artin Masicki écrivent un article en avril 2020 sur Kero News et ils comparent les données officielles de la Californie avec leurs propres données, encore une analyse statistique. Et ils se rendent compte que les Californiens ont 0,03% de chance de mourir du Covid. Et ils posent la question, est-ce que ce taux justifie les millions de personnes confinées? La vidéo fait des millions de vues sur Fox News et YouTube la supprime immédiatement. D'accord? Il y a d'autres exemples, je vais finir avec un dernier exemple et après on passera à autre chose. Le docteur Peter McCullough. Alors lui, Peter McCullough, il est cardiologue, il est épidémiologiste, il reconnaît dans ses interventions, il le dit toujours qu'il n'est pas virologue, mais par contre, il a une très 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 longue pratique de l'asthme, de la pneumonie et des infections respiratoires. Une pratique empirique puisqu'il traite les patients. Et en fait, Peter McCullough donc va témoigner au Sénat, au Texas, et il va expliquer que il a jamais compris, depuis le début de l'épidémie, pourquoi les dirigeants politiques se sont concentrés sur le contrôle de la contagion et pas sur les traitements précoces. Et en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est que il a regardé ces patients qui étaient atteints du Covid, il a discuté avec des médecins américains, avec des médecins italiens, espagnols, et tous ensemble, ils ont mis en place un protocole pour essayer de calmer, en fait, ce système immunitaire qui, apparemment, devient fou quand on est infecté du Covid. Il va publier ce protocole à l'American Journal of Medicine, qui n'est pas du tout un blog de quelqu'un de lambda, en fait. L'American Journal of Medicine, il a pignon sur rue, c'est une revue reconnue, il le publie en août 2020, et ça devient viral. Sa fille lui suggère de faire une vidéo sur YouTube, il fait une vidéo de 15 à 20 minutes, costard-cravate, 4 pages, il explique son protocole et pourquoi il y croit, et il donne les statistiques de ses patients qui ont été traités et guéris grâce à ce protocole. YouTube supprime la vidéo. Violation des termes de contrat. Alors j'entends déjà les gens qui vont me dire que oui, en période épidémique, c'est comme une guerre, il faut une seule version des faits et il faut évidemment pas de débat. En fait, c'est complètement faux. Aux États-Unis, quand le vaccin de la polio est sorti, un tas de gens se sont exprimés en fait sur ce vaccin. Et on dit, il y en a certains qui disaient que c'était des poisons, que c'était dangereux, etc. Ça n'a pas empêché des millions d'Américains de se faire vacciner. Et plus généralement, la science va de pair avec le débat. Sans débat, il n'y a pas de science. La science, c'est pas un oracle qui vient du ciel. Vous avez compris, donc, premièrement, la manipulation par la peur. Deuxièmement, la censure. Et troisièmement, l'attaque ad hominem. Dès qu'une personne sortait des sentiers battus ou contredisait le narratif officiel, on l'attaquait personnellement. Et surtout, on l'accusait d'être complotiste, le complotisme. Alors, moi, personnellement, j'ai fait l'objet d'une accusation de complotisme quand j'ai émis l'hypothèse, il y a quelques mois, que le virus, il y a plus que quelques mois, c'était il y a 1 an, que le virus pouvait être sorti du laboratoire. Ça pouvait être une erreur involontaire, une fuite, etc. Voilà. Maintenant, il y a des journaux pignon sur rue qui vous expliquent que c'est une thèse très crédible. Je me rappelle du professeur Montagnier, je crois, qui avait expliqué que les Chinois faisaient de la recherche sur un virus anti-sida ou anti-grippe et que on trouvait des génomes un peu similaires. Je ne sais pas s'il avait raison ou pas. Le Monde ou d'autres journaux
ont clairement fait comprendre qu'il était un peu gâteux. Vous voyez l'attaque ad hominem, l'attaque personnelle. Je vais revenir sur le complotisme juste avant de terminer cette vidéo. Vous savez, le complotisme, c'est souvent une affaire d'époque. 2 jours après l'assassinat de Kennedy aux États-Unis, en 1963, Hannah Arendt écrit une lettre. Et elle explique en fait qu'elle s'étonne que 2 jours après l'assassinat, l'État du Texas annonce que le cas est réglé. Elle explique qu'il n'y a pas, elle dit, pour elle, il n'y a pas eu d'enquête, qu'elle a été bâclée. Et elle dit qu'en fait, les informations radiophoniques sont opaques et terrifiantes. Elle explique même que pour elle, il s'agit d'un État policier. Vous comprenez bien que Hannah Arendt, aujourd'hui, serait traitée de complotiste. Vous voyez, c'est vraiment une affaire de temps et de période. Voilà, je termine cette vidéo. Pour moi, si vous voulez, les médias, c'est une chambre de compensation, c'est un intermédiaire entre l'État et les citoyens. C'est vital pour une démocratie, ça permet aux citoyens d'avoir une opinion, une idée, de mieux comprendre les événements qui se produisent au jour le jour. D'accord? Internationaux ou locaux. Et en fait, Hannah Arendt, pour venir à elle, le disait, pour instaurer une logique totalitaire, une des premières étapes, c'est la censure du débat. On y est, mes amis, on y est. À bientôt.